Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose un récit qui nous emmène dans la paisible commune de Greenwich, dans l'État du Connecticut, un certain 12 octobre 2021. Nous allons nous intéresser à une affaire qui, au départ, semblait presque banale, mais s'est révélée aussi glaçante qu'incroyable. Celle d'une chouchoute de la famille, réputée irréprochable, et qui s'est avérée être au cœur d'un effroyable mystère. Si vous aimez ce genre d'histoire, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes futures enquêtes. Au moment où ces faits se déroulent, le quartier résidentiel de Greenwich brille d'un charme caractéristique de la Nouvelle-Angleterre. Les jardins bien entretenus, les clôtures blanches, les allées ombragées par de vieux érables, tout semble respirer la tranquillité et la prospérité d'une petite ville privilégiée. Parmi les nombreuses maisons de la banlieue, celle de la famille Cartwright se distingue par sa façade discrète mais élégante, ses volets vert foncé et son perron décoré de pots de fleurs régulièrement renouvelés. Les Cartwright sont installés depuis près d'une décennie dans ce coin de banlieue réputé sûr, loin de l'agitation de New York. Ils y élèvent 2 enfants, un garçon de 6 ans et une fillette de 3 ans. Au fil des années, cette famille a donné l'image d'un foyer soudé, souriant et dont la principale préoccupation semblait être la prospérité et le bonheur des siens. Le père, Jason Cartwright, âgé de 38 ans, est un entrepreneur dans le domaine des technologies de l'information. Sa silhouette longiligne et son maintien assuré reflètent à la fois le professionnalisme et la discipline qu'il s'impose dans son travail, lui qui a toujours rêvé de succès dans la Silicon Valley. Son épouse, Hannah, de 3 ans, sa cadette, est une petite blonde énergique, marketing manager dans une agence publicitaire de la région. Elle se décrit volontiers comme ambitieuse, sans jamais sacrifier son sens de la famille. Le couple se partage un rythme de vie bien orchestré, entre visioconférences, déplacements et soirées de détente au salon familial, où traînent parfois les jouets des enfants. Avec 2 carrières parfois florissantes, l'aide d'une personne de confiance pour veiller sur leurs petits s'est imposée depuis plusieurs années. Cette personne de confiance a été, durant 8 ans, une femme nommée Emma Harrington. Elle a 41 ans, d'allure élancée, avec de longs cheveux châtains clairs soigneusement entretenus. Ses yeux bleus et son sourire calme lui confèrent une apparence douce et posée qui a su gagner le cœur de la famille. On la voit souvent vêtue d'une tenue soignée, presque toujours en chemisier et pantalon bien coupé, comme si elle voulait marquer son sérieux professionnel dans un univers de garde d'enfants qui, pourtant, se montre parfois plus décontracté. Au fil des ans, la famille la présente fièrement à ses proches comme l'employé idéal. Sa douceur, sa disponibilité et son tact naturel mettent tout le monde à l'aise, y compris les enfants qu'elle garde. On raconte qu'elle est née quelque part en Nouvelle-Angleterre, mais les détails de sa vie avant son arrivée dans le Connecticut sont rares. Elle se montrait toujours évasive sur son passé, tout en restant charmante et prévenante dès qu'il s'agissait des autres. L'entourage des Cartwright est un mélange de voisins, d'amis et de collègues habitués à l'effervescence des banlieues aisées. On y trouve un couple à la retraite qui habite juste à côté et salue toujours poliment les passants. De l'autre côté de la rue, une mère de famille active, souvent absorbée par l'entretien du jardin ou la surveillance de ses propres enfants. Les collègues de Hannah, lors des rares soirées de bureau chez elle, ont fait la connaissance d'Emma, toujours prête à proposer boissons et petits fours, suscitant l'admiration. Quelques proches de Jason, des collaborateurs dans le domaine de l'informatique, trouvaient la nanny très agréable, presque trop parfaite pour être vraie. Et pourtant, dans un décor si propre, nul n'aurait pensé qu'un lourd secret couvait derrière le visage avenant de cette femme. Pour comprendre la suite de l'affaire,
il faut dresser le portrait de celle qui va être reconnue comme la victime d'une situation très particulière. La famille qui l'emploie, et plus précisément la mère de famille, Hannah, qui va découvrir l'impensable. Car pendant des années, c'est bien la famille Cartwright dans son ensemble qui, en toute ignorance, partageait son quotidien avec la personne la plus troublante qui soit. La routine quotidienne dans cette maison était rythmée par des départs matinaux. Hannah partait en premier, à bord de son SUV argenté, pressée d'arriver à son bureau. Quelques minutes plus tard, Jason quittait la maison, tailleur de costume impeccable, ordinateur sous le bras, pour se rendre dans son espace de coworking. Emma, elle, commençait ses journées en faisant le petit déjeuner, veillant à ce que les enfants soient correctement vêtus, parfois déposés à l'école ou à la crèche, selon l'emploi du temps. L'après-midi, elle faisait de petits achats, parfois du rangement, préparait un goûter, puis s'occupait des devoirs et baignait les petits en fin de journée. Rien dans son attitude n'éveillait la méfiance. De temps en temps, elle recevait un coup de fil, s'isolait pour répondre en toute discrétion, ressortait en souriant. Les soirées, lorsque les parents rentraient, se déroulaient dans une ambiance sereine, ponctuée de conversations banales autour des activités de la journée. Personne ne remarquait, dans ce microcosme parfait, la moindre contradiction. Pourtant, si on s'intéresse de plus près à la vie d'Emma, on se rend vite compte qu'elle n'avait pas vraiment d'amis dans la région, pas de fréquentation amoureuse officielle, ni de famille connue. Elle disait avoir perdu sa mère très jeune, être fille unique, et n'évoquait jamais son père. Son seul passe-temps déclaré était la lecture de romans policiers et, parfois, de longues marches solitaires le week-end. Il arrivait qu'on se demande pourquoi elle ne profitait pas davantage de la ville, mais elle se contentait de hausser les épaules et de répondre « Je préfère la tranquillité ». Ce détachement, cette façon de ne pas vraiment s'implanter dans la vie locale, passait pour une simple discrétion. En réalité, tout n'était qu'une habile mise en scène. Pendant des années, les fêtes de fin d'année et les anniversaires avaient été l'occasion pour Hannah et Jason de vanter la gentillesse d'Emma. Cette dernière offrait toujours des cadeaux soigneusement choisis aux enfants, glissait parfois de petites attentions pour la maîtresse de maison, comme un parfum ou un foulard raffiné. Bien sûr, tout le monde la qualifiait de perle rare. Personne ne savait que sous cette identité, Emma s'était déjà fait connaître ailleurs, sous d'autres noms, et que des tragédies lourdes de sens avaient jalonné son parcours. L'une après l'autre, des femmes seules étaient mortes dans divers états, dans des circonstances classées comme de simples accidents domestiques, chutes banales, intoxication, surdose. Les services de police locaux, n'ayant pas de soupçons particuliers, ne voyaient pas de lien entre ces affaires. Pourtant, de très rares indices, quand on les regroupait, pointaient vers une inconnue qui disparaissait chaque fois, changeait de région et reprenait la même vie. Le dossier qu'on finirait par lui attribuer des années plus tard la décrirait comme une meurtrière méthodique et insaisissable. Et puis, tout bascula ce fameux 12 octobre 2021. Il était tard dans la soirée, la petite famille était censée dormir. Hannah, qui parfois peinait à s'endormir, regardait une émission sur des enfants disparus. Un reportage relatait l'existence d'un réseau de femmes recherchées pour divers crimes. Les images défilaient, on y voyait des suspects, des caméras de surveillance, des indices techniques. Une séquence consacrée à l'une de ces femmes, en fuite depuis des années, attira son attention. Sur les images granuleuses, une silhouette féminine, semblant correspondre à la fourchette d'âge d'Emma, se penchait pour fixer quelque chose dans une voiture. Les traits du visage n'étaient pas très clairs, mais un petit détail, précisément une marque au cou, se révélait nettement au moment où la caméra changeait d'angle. Il s'agissait d'une cicatrice en demi-lune, parfaitement formée, juste sous l'oreille gauche. Hannah crut d'abord rêver,
puis s'habitua à l'idée que c'était tout à fait impossible. Après tout, des marques similaires existent chez de nombreuses personnes. Elle se raisonna un instant, mais plus elle observait la vidéo, plus les gestes et la silhouette lui rappelaient la chouchoute de ses enfants. Cette nuit-là, la mère de famille éprouva une angoisse aussi soudaine qu'inexplicable. Elle décida, contre sa volonté, de consulter une base de données en ligne consacrée aux personnes disparues ou recherchées, notamment aux États-Unis et au Canada. Anna savait que plusieurs organes gouvernementaux, ainsi que des associations de victimes, publient parfois des signalements. Elle passa au crible de nombreuses photographies, comparant systématiquement la fameuse cicatrice, la forme du visage, l'allure générale. Au bout d'une heure, la main tremblante, elle tomba sur un cliché plus net, datant d'il y a plusieurs années, émanant apparemment de Toronto. On y voyait une femme portant une écharpe, dont le nœud laissait entrevoir une marque particulière sur le cou. Il était indiqué qu'il s'agissait d'une certaine Charlotte Burke, personne d'intérêt, dans une enquête sur des décès suspects de mères célibataires. Cette Charlotte Burke aurait fui vers les États-Unis après le dernier incident. Un an plus tard, on avait signalé un cas similaire dans un autre État. Petit à petit, le soupçon grandit dans l'esprit de la mère de famille. Emma Harrington n'était peut-être pas qui elle prétendait être. Les mains moites, Anna passa la nuit à relire les différentes informations qu'elle dénichait. Un bulletin indiquait, sans aucun doute possible, que la personne recherchée pour plusieurs affaires non élucidées était décrite comme brune ou châtain, yeux bleus, corpulence mince, s'exprimant avec une voix douce. Du moins, d'après le témoignage d'une voisine d'une victime à Toronto. Un autre rapport mentionnait qu'elle était susceptible de se faire passer pour une baby-sitter ou une infirmière à domicile auprès de femmes isolées. Le fait le plus frappant concernait cette série de morts jugées accidentelles ou naturelles, puis reclassées en homicide lorsqu'on avait constaté un schéma récurrent. Elles étaient toutes des mères célibataires avec de très jeunes enfants. Parfois, elle n'était pas seule chez elle la nuit du drame, car elle faisait appel à une aide pour les enfants ou le ménage. Pourtant, personne n'avait cru bon d'incriminer celle qui jouait le rôle de la bonne fée dans ces foyers. Ce n'est qu'après avoir croisé divers rapports d'autopsie que certains médecins légistes avaient exprimé des réserves. On parlait alors d'une personne particulièrement prudente, laissant très peu de traces, jouant sur l'inattention de tous. Les pistes étaient minces, mais l'hypothèse se dessinait. Derrière ces disparitions, une seule main, celle d'une tueuse. C'est en voyant les photos que Anna crut deviner la triste vérité. Emma et cette mystérieuse Charlotte ne faisaient qu'une. Après cette nuit blanche, Anna se rendit le lendemain matin au bureau, l'air défait, hésitant sur la conduite à tenir. Devait-elle en parler immédiatement à Jason? Avait-elle une preuve suffisante pour accuser celle qui veillait sur ses enfants avec tant d'affection? Sur le moment, elle décida d'enquêter discrètement. Au travail, elle fouilla encore dans les bases de données accessibles au grand public, puis se rendit dans un centre de ressources locales où l'on propose parfois des archives de presse. La veille, elle avait pris note de détails sur de vieux articles. Beaucoup étaient payants ou n'existaient qu'au format papier. Dans un recoin, elle trouva un reportage numérisé sur une affaire canadienne de 2008 relatant la mort d'une mère célibataire dans des circonstances étranges. Chute dans un escalier extérieur verglacé, mais l'expert notait que la victime portait plusieurs ecchymoses antérieures à la chute. Curieusement, l'enquêtrice de la police locale avait pointé du doigt une garde d'enfants qui avait disparu juste après le drame. Cet article parlait d'une femme brune, se faisant appeler Charlotte. Anna eut l'impression qu'on lui avait asséné un coup au plexus. Tout correspondait. Le cœur battant
Elle appela aussitôt Jason. Elle lui demanda de la retrouver pendant sa pause déjeuner dans un café discret du centre-ville. Lui, intrigué, consentit aussitôt. Là, elle révéla sa découverte. Au début, Jason rejeta l'idée avec un rire nerveux. Emma, une tueuse en série? Impensable. Mais Anna poursuivit ses explications, lui montra les photos, les articles, toutes les indications. Peu à peu, le visage de Jason perdit sa couleur. Il comprit alors que l'incroyable pouvait être vrai. L'instinct protecteur prit le dessus. Sans tarder, ils décidèrent d'appeler un contact dans la police locale pour lui soumettre le dossier. Ce contact, un inspecteur qu'ils connaissaient vaguement par le biais d'une relation, leur conseilla de tout de suite déposer un signalement officiel et de faire profil bas en attendant l'intervention des forces de l'ordre. Seulement, en fin de journée, quand ils rentrèrent à la maison, Emma avait déjà préparé le dîner pour les enfants, la table était mise, et ses gestes semblaient parfaitement normaux. Elle n'affichait aucun signe d'inquiétude, pas la moindre ombre de soupçon. Anna feignit un sourire, Jason tenta de ne pas trembler. Le repas fut sans éclat, teinté d'une tension invisible. Quand les enfants furent du coucher, Emma se retira dans sa chambre. Les parents, eux, s'isolèrent dans le bureau pour contacter la police. Celle-ci leur recommanda de ne surtout pas alerter la suspecte et d'attendre qu'une patrouille vienne discrètement, dès le lendemain matin. Les autorités américaines, après avoir croisé les informations de Hannah, comprirent la portée de l'affaire. Une femme, à l'identité multiple, soupçonnée de plusieurs meurtres, rôdait paisiblement dans l'une des localités les plus cossues du pays. Les détectives régionaux se mirent en branle en pleine nuit pour obtenir un mandat et effectuer l'arrestation en toute sécurité. L'angoisse grandissait dans la demeure des Cartwright. Jason resta éveillé, veillant sur sa femme et ses enfants comme si l'ennemi se trouvait au cœur même du foyer. Le lendemain, au petit jour, l'arrivée des forces de l'ordre bouleversa la routine. Au lieu de se présenter en tenue officielle, plusieurs enquêteurs se postèrent en civil, prêts à intervenir dès que la nanny sortirait de la maison. Mais le temps passa, et rien ne se déroula comme prévu. Quand Anna voulut frapper à la porte de la chambre d'Emma pour un simple prétexte, elle la trouva vide. Le lit était fait, comme si elle n'y avait pas dormi. Ses affaires de toilette avaient disparu. La fenêtre donnant sur le jardin, qu'on avait pourtant cru fermée la veille, était entrebâillée. Des agents de police explorèrent le périmètre. Ils découvrirent des traces sur la pelouse, comme si quelqu'un avait enjambé la barrière voisine dans la nuit. On devina que la suspecte avait flairé le danger, peut-être en entendant un bruit inhabituel ou en lisant la nervosité dans le regard de ses employeurs. Elle s'était volatilisée, emportant uniquement quelques effets personnels. Le plan d'arrestation tomba à l'eau en quelques secondes. Le tumulte qui suivit fut difficile pour la famille. Les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi un groupe de policiers s'agitait dans toute la maison, questionnant les parents avec une insistance parfois rude. Une enquête s'ouvrit sur les activités exactes d'Emma dans la région. On explora ses antécédents, son numéro de sécurité sociale, ses références. On s'aperçut qu'il y avait des falsifications sur ces documents. Tous ces contacts étaient évasifs ou fictifs. Elle avait fourni de fausses adresses et des fausses références lors de son embauche initiale, 8 ans plus tôt. Mais personne n'avait douté de sa fiabilité. La sympathie qu'elle inspirait avait suffi à tromper tout le monde. La police locale se déclara rapidement incompétente pour mener l'intégralité de la traque, tant la suspecte apparaissait dangereuse et expérimentée. On fit alors appel aux services fédéraux et à des experts du crime en série, sachant désormais que plusieurs États étaient concernés par ces actes présumés. Les enquêteurs identifièrent des éléments concordants, des photos de caméras de sécurité, des témoignages imprécis, des traces ténues, mais rien de définitif qui permettait de localiser la fugitive.
2 enquêteurs principaux furent chargés de coordonner l'affaire sur le terrain. Le premier, un homme hautain et méthodique, avait longtemps travaillé dans la brigade des homicides de New York. Il était réputé pour son approche rigoureuse, sa façon de croiser un maximum de données pour établir des profils détaillés. Le second, plus jeune, était connu pour sa capacité à établir un lien humain avec les témoins, à recueillir de précieuses confidences. Le plus âgé menait des recherches méticuleuses, compilant toutes les pièces que Hannah et Jason pouvaient de fournir, passant au crible chaque recoin de la chambre qu'Emma occupait. On y trouva quelques vêtements, des livres, un ordinateur portable crypté, que la police envoya tout de suite dans ses laboratoires spécialisés. Rien n'indiquait pourquoi elle s'en était prise à des femmes seules ailleurs, ni pourquoi elle avait décidé de travailler si longtemps chez les Cartwright. Le mystère restait entier. Les victimes passées étaient ceux des mères célibataires, alors que Hannah était mariée. Pourquoi se serait-elle installée dans une famille unie? Avait-elle l'intention de passer à l'acte plus tard, d'empoisonner la mère ou de causer un accident planifié? Personne ne pouvait y répondre. Le second enquêteur s'efforça de calmer Hannah, de recueillir des détails sur le comportement de la suspecte. Cette approche psychologique aida un peu la mère de famille à reprendre ses esprits. Elle se souvenait que quelquefois, Emma avait posé des questions étranges, par exemple sur les assurances-vie, ou avait montré un intérêt pour des détails concernant l'absence prolongée de Jason. Pourtant, sur le moment, la mère de famille n'y avait vu qu'une curiosité, peut-être inappropriée, mais jamais de nature à éveiller la méfiance. De même, lorsque la police examina le contenu d'un tiroir qu'Emma utilisait, on y découvrit des fiches manuscrites, comme des notes, où apparaissaient des annotations concernant la vie de la maison, les habitudes de chacun, les horaires. Ces notes conféraient un caractère sinistre à la plus anodine des routines, comme si, depuis longtemps, elle étudiait à fond chacun des membres du foyer. Les jours suivants, l'affaire fit la une des médias locaux. On parlait partout de cette chouchoute disparue, soupçonnée de crimes multiples. Les voisins, bouleversés, racontaient face aux caméras qu'elle était une femme charmante et irréprochable, toujours polie, toujours souriante. La nouvelle ébranla le sentiment de sécurité de la communauté de Greenwich, plus habituée aux inaugurations de galeries d'art et aux tournois de tennis qu'aux poursuites d'une possible tueuse en série. Beaucoup de parents du quartier se sentirent menacés. Et si cette femme s'était infiltrée chez d'autres, dans des crèches, dans des maisons cossues, les rumeurs se propagèrent, alimentées par la découverte de faux papiers. On parlait d'un passeport canadien, d'un permis de conduire du Maine, tous avec des identités différentes. Seule la cicatrice en forme de croissant sur le cou trahissait sa véritable apparence. La police approfondit l'enquête. Il existait un vieux dossier en instance depuis des années, mentionnant une certaine Charlotte Burke, recherchée pour des décès suspects au Canada. Les bases de données faisaient état d'une femme ayant disparu après la mort brutale de 2 mères célibataires dans la région de Toronto. Plusieurs années plus tard, aux États-Unis, on retrouva 2 cas semblables dans le Maine et au Massachusetts, sans établir de lien évident entre eux. C'est seulement grâce à une collaboration entre divers services et à l'opiniâtreté d'un agent qui avait relevé la similitude d'un indice anatomique, cette fameuse cicatrice, que l'affaire avait fini par ressurgir. Mais la Charlotte d'alors, aperçue un temps sur des images de caméras dans un hôtel, n'avait jamais pu être localisée. D'après quelques témoignages, elle travaillait comme aide à domicile ou nourrice. On la qualifiait de femme très gentille, douce, mais discrète au point qu'on oubliait son existence. Pour reconstituer le puzzle, les enquêteurs contactèrent plusieurs familles pour lesquelles la fugitive avait pu travailler avant les Cartwright. Hélas, la piste était froide. Beaucoup ne se souvenaient plus vraiment des détails. La plupart n'avaient pas vécu de drame, si ce n'est la culpabilité
d'avoir perdu le contact avec une nanny qui avait un jour quitté son emploi sans donner d'adresse de suivi. Les enfants, devenus plus grands, ne conservaient qu'un vague souvenir d'une personne un peu stricte, mais néanmoins affectueuse. Pourtant, dans un cas précis, un père de famille endeuillé par le décès de sa compagne s'était souvenu que la baby-sitter vivait à l'étage et partageait la table familiale. Il n'avait jamais osé la suspecter de quoi que ce soit. En réexaminant les rapports d'autopsie, la police découvrit que la victime, une mère célibataire, était morte d'une intoxication supposée accidentelle au monoxyde de carbone. Mais le relevé du détecteur de gaz avait été trafiqué. Quelqu'un, manifestement, avait recherché cette fuite. La police suspectait maintenant une mise en scène. Tout cela, recoupé avec l'absence soudaine de la baby-sitter, formait un motif de suspicion grave. La piste d'une tueuse discrète devint la thèse officielle. Et voilà qu'au cœur de ce tourbillon, Hannah et Jason, auparavant si sereins, se retrouvaient projetés en première ligne, obligés de protéger leurs enfants, d'expliquer la situation à leur entourage, d'aider la police sans réserve. La presse tenta d'obtenir leur témoignage, mais le couple se mura dans le silence, conseillé par les enquêteurs. Ils vivaient désormais dans une peur latente, vérifiant plusieurs fois par jour les verrous de la maison, scrutant la rue à la recherche du moindre indice pouvant signaler le retour d'Emma. Les rumeurs dans le voisinage les gênaient profondément. Certains parents les soutenaient, leur disant qu'ils n'avaient rien à se reprocher, que la meilleure des familles pouvait être trompée par une criminelle professionnelle. D'autres étaient plus méfiants, sous-entendant que si la chouchoute avait choisi de s'installer si longtemps chez eux, il y avait peut-être un secret, un arrangement quelconque, comme si Jason et Hannah avaient fermé les yeux volontairement. Des ragots fleurissaient, nourris par la peur de l'inconnu. En parallèle, le dispositif de recherche s'intensifia. Des affichettes circulaient dans tout l'État, comportant un portrait robot et des photos floues de la suspecte. Les autorités diffusaient l'information dans les stations-service, les motels, toutes les gares routières du secteur. Les enquêteurs interrogeaient des habitants susceptibles de l'avoir croisée. On étudia chaque recoin du parcours probable d'une personne en fuite. Il y eut bien quelques signalements d'une femme correspondant à la description, mais, vérification faite, il s'agissait la plupart du temps d'erreurs. Les semaines passèrent, le mystère s'épaissit. Les réseaux sociaux relayaient l'affaire, et certaines théories du complot apparurent. Pour beaucoup, la chouchoute de Greenwich était un pur fantasme médiatique. Pour d'autres, il s'agissait d'une tueuse internationale liée à un vaste trafic. Il était difficile de démêler le vrai du faux. Le coup de théâtre survint une semaine plus tard, quand un agent fédéral chargé de patrouiller dans le nord de l'État, tout proche de la frontière canadienne, repéra un véhicule suspect, garé près d'une route peu fréquentée. Les plaques d'immatriculation semblaient appartenir à un ancien véhicule d'un autre État, ce qui éveilla sa curiosité. En s'approchant, il découvrit qu'une femme gisait dans la voiture, inconsciente. L'officier alerta immédiatement les secours. Sur place, on ne put que constater le décès de la conductrice. De toute évidence, elle s'était administré une dose massive de calmants et de somnifères, laissant le corps sans vie dans le silence oppressant des bois. Les enquêteurs appelés sur les lieux reconnurent, grâce à sa cicatrice au cou, la fuyarde recherchée. Cette découverte fit l'effet d'une bombe. Emma, alias Charlotte, venait de mettre fin à ses jours, scellant d'un coup la possibilité de la juger et de répondre à toutes les questions sur ses motivations. Hannah et Jason ressortent la nouvelle par un coup de fil des autorités. La réaction de la mère de famille fut mitigée. Un soulagement, d'abord, en pensant à la fin de la traque, puis un profond malaise, car Emma avait partagé leur vie pendant 8 ans, avait veillé sur leurs enfants, avait été perçue comme un membre à part de la famille.
Comment un tel drame avait-il pu se jouer sous leur toit? Pourquoi s'était-elle donné la mort si près de la frontière canadienne, dans un coin reculé? Les inspecteurs sur place relevèrent quelques indices perturbants. Les traces autour de la voiture laissaient penser que quelqu'un d'autre pouvait avoir été présent avant de partir précipitamment. D'anciens agents de la police scientifique, examinant la scène, établirent d'ailleurs que la position du corps ne correspondait pas tout à fait à une overdose spontanée. On soupçonnait un possible coup monté, un suicide forcé ou un meurtre déguisé en suicide. Les restes de la substance absorbée, un puissant sédatif, firent naître l'hypothèse qu'on avait pu lui administrer le poison ou la contraindre à l'ingérer. Plus étrange encore, un mot de quelques lignes découvert dans un tiroir de la voiture indiquait vaguement « Je ne regrette pas ce que j'ai fait, et je suis seul responsable de ce destin. » L'écriture semblait être la sienne, mais l'expertise graphologique demeura incomplète. S'agissait-il d'un aveu? Était-ce un texte rédigé sous la contrainte? L'enquête s'orienta vers la thèse d'un suicide, certes, mais l'implication d'une tierce personne ne fut jamais définitivement écartée. Dans la foulée, une instruction judiciaire s'ouvrit pour déterminer la responsabilité éventuelle de quiconque dans la mort d'Emma. On interrogea à nouveau la famille Cartwright, qui n'avait évidemment pas eu de contact avec la disparue depuis sa fuite. On entendit également les rares personnes qui avaient croisé Emma au cours de ses années de service. Puis, lentement, l'affaire retomba, orpheline de son principal suspect, incapable de fournir des réponses claires sur les meurtres passés. Les enquêteurs compilèrent toutes les informations disponibles, relièrent les dossiers canadiens, les cas du Maine, du Massachusetts et celui du Connecticut. Les preuves contre Emma étaient accablantes pour certains crimes, bien que le parquet n'ait pas pu formellement boucler chaque dossier. Les familles des victimes réclamèrent justice, mais le principal auteur suspecté n'était plus de ce monde pour être jugé. Un grand jury, convoqué pour une mise à jour de la situation, statua que les investigations se poursuivraient pour déterminer l'implication éventuelle de complices. Aucune piste sérieuse n'émergea, si ce n'est la rumeur non confirmée qu'Emma aurait fréquenté un individu louche rencontré à Toronto. Personne ne sut jamais s'il existait réellement quelqu'un qui l'assistait. Certains supposèrent qu'elle opérait seule. Quoi qu'il en soit, ce grand jury conclut finalement que l'affaire restait ouverte, même si les circonstances de la mort de la tueuse présumée mettaient un point d'arrêt à la procédure pénale la plus directe. Le fantôme d'Emma, alias Charlotte, planait encore sur toutes les enquêtes inachevées, et des questions éternellement sans réponse demeuraient, dont celle-ci. Avait-elle prémédité d'autres crimes chez les Cartwright, ou n'était-ce pour elle qu'une forme de long répit loin de ses pulsions, dans une famille aisée qui l'abritait sans le savoir? Les médias se régalèrent de ce rebondissement, brodant des histoires sur la fin tragique de la supposée tueuse, publiant des photos d'elle aux côtés des enfants Cartwright, souriante, l'air aimant et doux. Les experts criminaux-psychologiques se succédèrent à la télévision pour commenter le décalage saisissant entre l'image d'une nourrice dévouée et les actes sauvages qu'on lui imputait. D'autres, plus sceptiques, mettaient en doute l'implication d'Emma dans toutes les morts recensées, arguant qu'on ne disposait pas de preuves tangibles pour chaque affaire. Mais l'opinion publique, en majorité, la considérait comme coupable. Les proches des victimes, découvrant de nouvelles connexions, réclamèrent la fermeture des dossiers. Pourtant, personne ne fut jamais pleinement satisfait des conclusions, tant la disparition de la principale intéressée laissait un vide incommensurable. La famille Cartwright, pour sa part, resta sous le choc longtemps. Il leur fallut déménager pour se libérer du traumatisme, vendre la maison où Emma avait logé. Jason prit un nouveau poste dans une ville voisine, moins exposée médiatiquement. Anna,
après plusieurs mois de congé pour se remettre de ce cauchemar, reprit son travail avec moins d'enthousiasme qu'avant. Une sombre part d'elle-même lui répétait « J'aurais dû voir les signes plus tôt. » Il n'était pas facile de faire confiance à qui que ce soit. Les enfants, jeunes, se souvenaient vaguement d'une gentille nounou partie sans dire au revoir, puis de tout un tumulte policier. Ils grandirent en entendant des bribes d'explications, protégés par le silence prudent de leurs parents. Quant aux proches de la région, certains comprenaient la décision de la famille de prendre de la distance, d'autres y voyaient un abandon. Avec le temps, le couple surmonta peu à peu cette crise, cherchant à oublier cette figure menaçante qui avait infiltré leur intimité. Officiellement, les affaires de meurtre où Emma, alias Charlotte, était suspectée, restèrent ouvertes et classées dans les dossiers en suspens. La police travailla encore quelques mois sur des pistes secondaires, se demandant si la femme retrouvée morte était bel et bien l'unique auteur de tous ces crimes. On exhuma parfois les restes d'une victime pour pratiquer de nouveaux tests toxicologiques. On vérifia des relevés téléphoniques. Plusieurs légistes confirmèrent finalement que les décès n'étaient pas de simples accidents, mais aucune preuve n'écarta la thèse que la tueuse opérait seule. Dès lors, les procédures n'avancèrent guère, et l'affaire sombra dans le temps. À Greenwich, on se souvient surtout de l'onde de choc provoquée par la découverte de la double identité d'une nourrice si fiable et si gentille, et de la façon dont, en un instant, la vie d'une famille apparemment heureuse s'était changée en film d'horreur. Aujourd'hui, les Cartwright vivent dans un autre quartier, plus anonyme. Hannah, parfois, se surprend à repenser à Emma et à cette fatidique découverte d'une image sur son écran qui a tout fait basculer. Elle s'interroge encore. La jeune femme avait-elle déjà tué ou préparé quelque chose dans leur propre maison? Quelle part de vérité se cachait derrière son sourire constant? Le mystère, il faut l'admettre, ne sera sans doute jamais totalement élucidé. Pour conclure sur ce récit qui nous montre à quel point la confiance peut être trahie et la réalité dépassée par des apparences trompeuses, je tiens à souligner à quel point cette histoire illustre l'importance de rester vigilant, même dans les environnements les plus chaleureux. Pour ma part, je demeure persuadée que la vérité finit toujours par remonter à la surface, même si elle surgit parfois trop tard pour sauver certaines vies. Je vous remercie d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup que vous restiez avec moi pour découvrir d'autres enquêtes que j'ai déjà partagées et d'autres qui ne vont pas tarder. Je vous encourage à cliquer sur mes précédentes vidéos car elles regorgent d'histoires fascinantes et d'analyses approfondies. Je vous conseille également de rester à l'affût de mes prochaines publications si vous appréciez plonger dans les affaires criminelles complexes. Enfin, je suis convaincue qu'ensemble, nous continuerons à explorer de nouveaux cas mystérieux et captivants.